à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et qui dit début de mois dit bilan lecture. Alors je sais plus combien de livres je m'étais prévu. Je sais plus du tout. J'avais prévu 7. J'en ai 6 à vous présenter. J'en ai 6 à vous présenter, mais un que j'avais commencé en février, donc il fait pas vraiment partie de ma pile à lire du mois d'avril. Je sais plus, je pense que j'en ai prévu 7, j'en ai lu 5 sur les 7. Mais vu que j'en ai eu un à terminer, donc bref. Donc on va commencer tout de suite pour pas perdre trop de temps. Alors comme d'habitude, je vais vous dire de quoi ça parle, sauf quand il s'agit d'un tome 2, d'un tome 3, etc. Vous donnez la note que je lui ai mise, voilà. Donc j'ai lu 6 livres pour un total... Enfin non, en fait, j'ai pris pour... L'un que je vais vous présenter, en fait, j'ai pris le nombre total de pages, à savoir que j'en ai lu à peu près 200 sur le nombre de pages, donc sur 648. Je pense que j'en ai lu, je crois c'est 200, voire 300 en avril, parce que je l'ai commencé en février, c'est une lecture commune, donc on s'arrêtait à 100 pages à chaque fois. Et il n'y a que les 200 dernières pages, je pense que les 200 dernières pages que j'ai lues d'affilée. Mais on verra. Donc ouais, je dirais que j'ai lu peut-être 200, 250 pages en tout en avril. Mais je vais vous compter le nombre de pages total. Donc en avril, j'ai lu... Oh, attendez. Ah. En avril, j'ai lu Shade of Shadows de V. Schwab, donc chez Lumen. De V. Schwab, je viens de le dire, je ne sais plus ce que je dis. Où dans le tome 1, on va faire la rencontre de Kel. Kel qui est un Antari, c'est ça? Je sais plus comment on appelle les Antari. Ouais, c'est ça, je pense que c'est un Antari. Qui est un magicien de sang, donc il a un œil normal, un œil noir. Et son œil noir lui permet justement de faire la magie du sang. Voilà, et il peut voyager d'un Londres à l'autre. Donc il faut savoir qu'il y a 4 Londres, le Londres blanc, le Londres gris, le Londres rouge, le Londres noir. Mais le Londres noir n'est plus vraiment... Comment dire? Le Londres noir n'est plus habitable parce que la magie l'a ravagé. Voilà, le Londres rouge, c'est le Londres de Kel. Le Londres blanc, c'est un Londres où... en fait, seuls ceux qui arrivent à se servir de la magie, en fait, ils font un peu quelque chose comme de la soumission à tout le peuple. Et le Londres gris, c'est le Londres de Lila. Et le Londres de Lila ne possède pas de magie. Ou en a possédé mais n'en possède plus. Voilà. Et donc Lila, c'est la jeune fille qu'on voit là sur la couverture. Et je vais essayer de vous montrer à quoi ressemble Kel selon l'autrice, bien sûr. Alors, Kel, c'est lui. Voilà. Et donc dans le tome 1, donc on va les suivre sur Lila qui est une voleuse. Donc là je vous raconte l'histoire du tome 1 parce que j'ai pas envie de vous spoiler le tome 2. Je vais vous donner un truc du tome 2, mais c'est en rapport avec l'histoire. C'est en rapport, oui et non, avec l'histoire principale en fait, tout simplement. Donc dans le tome 1, Lila et Kel vont se rencontrer parce que Lila va voler une pierre noire ou grise, ou je sais plus, une pierre en fait qui appartient à Kel, et de là Kel va tout faire pour la récupérer, et ils vont devoir faire équipe pour à cause de la pierre justement, ils vont se retrouver à faire équipe et résoudre le problème. Et donc dans le tome 2, c'est 4 mois plus tard, voilà, c'est 4 mois après la fin du tome 1. Lila fait enfin ce qu'elle aime, qu'elle, après tous les événements qui sont passés dans le tome 1, il doit s'habituer aux nouvelles conditions, etc. Et dedans, on va suivre une sorte de jeu. Je vais essayer de vous retrouver le nom du chapitre. Les Suntash, voilà, les Suntash. Et regardez, j'adore trop les chapitres à chaque fois, comment c'est mis, quoi. C'est magnifique. Bref, et en plus de ça, chez Lumen, le travail éditorial est vraiment, vraiment toujours magnifique, quoi. Et donc, les Suntash, en fait, c'est un genre de tournoi où vont s'affronter plusieurs personnes capables, enfin, plusieurs sorciers, en fait, des 3 continents du Londres. Enfin, ça s'appelle pas le Londres, mais
Nina, s'il te plaît. Donc les trois vont s'affronter, donc à chaque fois les meilleurs combattants pour gagner, etc. Et donc on va suivre toujours Lila et Kel dans ces aventures-là, dans une autre aventure aussi. Et je peux vous dire que la fin en fait me donne très très envie de lire le tome 3, qui d'ailleurs ne va pas faire très très long feu dans ma pile à lire de mai. Et donc je lui ai mis la note de 4,5 sur 5 parce que le tome 1 avait un coup de cœur. Le tome 2 en est presque 1, c'est pas vraiment passé pas loin. Et je pense que le tome 3 en sera un aussi. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2. Et j'ai vraiment très hâte de lire le tome 3 qui est, ma foi, encore beaucoup plus grand que celui-là. Je pense qu'il fait pas loin de 800 pages l'autre. Donc c'est de plus en plus gros. Ensuite, donc là c'est la lecture commune que j'ai faite avec, vous l'avez déjà vu dans le dernier update lecture, mais que j'ai faite avec Agathe de la chaîne Brunel. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et on l'a commencé en février, le 19 février, enfin moi je l'ai commencé le 19 février pour être exact, mais comme elle est en études supérieures, etc., c'est vraiment pas facile en fait. Déjà moi, je galérais un peu quand j'avais mes examens pour lire, même si je lisais pas énormément pour le plaisir, je dirais. Mais je sais bien qu'avec les périodes de rush et tout, les partiels, ça doit pas être facile. Alors je sais pas si elle l'a finalement terminé ou pas, en fait. Mais moi je l'ai terminé début avril. Et donc en fait dans cette trilogie on va suivre Kelsey. Kelsey qui en fait a vécu avec deux personnes qui ne sont pas ses parents biologiques. Tout simplement parce que sa mère est morte. Voilà. Et le jour de ses 19 ans, il y a les gardes de la reine qui arrivent, qui lui disent qu'il est l'heure pour elle maintenant de prendre place sur le trône, de dégager le roi régent qui est le frère de sa mère, voilà, donc son oncle, de le dégager du trône et de prendre sa place, de devenir la nouvelle reine, donc la reine Glynn. Ce sera plus une reine... je sais plus vraiment le nom de famille de sa mère, mais bref, elle va devenir, donc elle est toujours Kelsey Glynn, et elle va devenir reine, et de là on va la voir, donc essayer d'améliorer son royaume. Il se passe des événements dans le tome 1 qui m'ont donné envie de lire le tome 2. Enfin, en fait, le tome 1 et le tome 2 avaient été tous les deux des coups de cœur. Ce tome 3 en est un aussi parce que je pense que c'est un très bon dénouement de cette trilogie où on va enfin savoir ce qui se passe. Donc, l'identité de la Reine Rouge, voilà. Mais également tout ce qui se passe avec Kelsey, son royaume, etc. Et j'ai vraiment beaucoup... En fait, je peux pas vraiment vous dire ce qui se passe dans le tome 3 parce que ça serait vous spoiler les deux premiers, donc j'ai pas très envie de faire ça. Parce que déjà même moi je déteste les spoils, donc voilà. Mais franchement c'est vraiment une trilogie à lire. Voilà, donc la trilogie du Turling. Et si... Et je viens de lire derrière que ça va être adapté au cinéma avec Emma Watson. Et je pense que c'est Emma Watson qui va incarner la reine Glynn. Et ouais, j'ai vraiment hâte de voir le film, ce que ça va donner. J'espère ne pas être déçue. Parce qu'en général, quand t'as adoré un livre comme j'ai adoré cette trilogie, je pense que ça va être très dur pour moi si le film est mauvais. Donc comme c'est un coup de cœur, je lui ai mis la note de 5 sur 5. Ensuite, j'ai lu Tortue à l'infini de John Green, donc chez Pôle Fiction et une collection, la collection poche en fait de Gallimard Jeunesse. Voilà. Et donc dans celui-ci, on va suivre Asa qui a 16 ans et à l'aide de Daisy, en fait, elles vont enquêter sur la disparition du milliardaire Russell Pickett. Et de là, elle va se rapprocher de Davis, qui est le fils de Russell, du coup. Et dedans, en fait, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce livre, en fait, c'est que John Green traite des TOC, donc des troubles obsessionnels du comportement, voilà, qui sont, je trouve, très bien menés dans ce roman, très bien traités. Et en fait, je pense que si c'est aussi bien traité, c'est parce que il dit derrière que lui souffre de TOC en fait depuis son enfance, qui vit avec ça depuis son enfance en fait. Et je pense que c'est archi bien traité. En fait, comme d'habitude, John Green arrive à magnifiquement bien traiter l'adolescence, les problèmes de l'adolescence. Surtout que là sont mêlés à enquête, amour,
toc, et c'est vraiment, franchement je crois que c'est magnifique, et je dirais dans mon top des livres de John Green, il se place vraiment au même point que Will and Will, et vous savez à quel point j'ai adoré Will and Will, et celui-là, c'est juste, je dirais pas qu'il est parfait, parce que j'ai pas trouvé de livre de John Green parfait encore, mais on va voir que l'amitié que forment Asa et Daisy est vraiment très très soudée, et en fait elle connaît Davis depuis plus jeune parce qu'ils allaient au camp ensemble. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup adoré. Je peux pas vous dire ce qu'il en est de Russell parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà, donc c'est pour enquêter sur la disparition de Russell, qu'elle va renouer avec Davis, et avec Daisy, donc elles vont enquêter, elles vont vivre des aventures durant cette enquête, et j'ai vraiment beaucoup aimé, et je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Je viens de le ranger directement. Alors ensuite, j'ai lu le tome 7 de la saga Draven. Donc celui-ci s'intitule Heartbeat de Kay Bromberg, donc toujours chez Hugo Poche. Enfin, je dis toujours, mais c'est seulement à partir du tome 5 chez Hugo Poche, mais bref. Et dans celui-ci, on va suivre Tanner. Tanner, en fait, est le frère de Riley. Je pense que c'est son grand frère, le grand frère de Riley. Et Tanner est correspondant de guerre, voilà, et se retrouve en Égypte. Je pense que c'est en Égypte, je suis plus très sûre. Mais en fait, Tanner a vécu la disparition de sa meilleure amie, voilà, qui est décédée quelques mois plus tôt, et il est toujours en train de faire son deuil en fait. Et donc il va retourner sur le terrain et il va devoir apprendre à connaître sa nouvelle photographe, donc qui s'appelle Beau. Mais Beau cache énormément de secrets, vraiment énormément. Et mais Beau et Tanner vont être attirés l'un par l'autre, on se joue bien vu que c'est Dragon, vont tomber amoureux, mais quand les secrets de Beau vont sortir au grand jour, Tanner va être anéanti, voilà. Et donc on va aller, à la fin on va aller de révélation en révélation, et j'ai pas vu, franchement j'ai pas vraiment vu le temps passer quand je lisais, et en fait j'ai vraiment adoré celui-là, c'était un coup de cœur en fait comme les autres, mais ce tome 7 en fait est beaucoup plus dur que les autres niveau psychologique, niveau douleur mentale et physique. En fait il est vraiment beaucoup plus douloureux, voilà, il est vraiment beaucoup plus dur que les autres, mais c'est pas ça qui, ça m'a pas empêché d'adorer, parce que il n'y a pas de violence envers les femmes ou quoi, c'est juste en fait ça parle d'un fait d'actualité encore qui malheureusement voilà, qui malheureusement se produit encore à l'heure actuelle. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé, et maintenant bah, j'ai un peu peur de lire le 8e et dernier tome, que je n'ai toujours pas en ma possession, mais dès que je l'ai, je vais avoir un peu peur de le lire. Mais on verra, et ouais, on verra. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, et je lui ai mis la note de 5 sur 5. Parce que c'est un coup de cœur. Alors ensuite, j'ai lu La princesse de papier de Erin Watt et Elle Kennedy, donc chez Hugo Roman, où dans celui-ci, en fait, on va suivre Ella Harper qui va se retrouver orpheline. Enfin, orpheline, sa mère est décédée quelques mois plus tôt, et elle a déménagé pour vivre toute seule. Et un jour, en fait, elle va être appelée dans le bureau du directeur, et le directeur va lui dire en fait que Kaloum en fait arrive et est devenu son tuteur légal, voilà, sauf que elle ne veut pas, mais Kaloum ne va pas lui laisser le choix. Il va aller la chercher à son boulot, donc qui est stripteaseuse, voilà. Et il va aller la chercher à son boulot et la ramener chez lui, mais lui a 5 fils. Voilà. Elle va découvrir en fait que Kaloum est le meilleur ami de Steve, Steve étant son père, qui est malheureusement lui aussi décédé quelques temps plus tôt. Et donc la garde officielle de Ella revient à Kaloum, et donc on va suivre dans cette histoire Ella qui adore s'habituer à sa nouvelle vie avec les royales en fait, donc Kaloum et ses 5 fils. Et mais dans les 5, il y en a un qui l'attire beaucoup plus que les autres, et elle va vraiment avoir du mal à se faire sa place dans cette famille un peu bizarre, faut le dire. Elle va vraiment avoir beaucoup de mal à se faire là-dedans. Elle va se faire aussi beaucoup d'ennemis parce que ben
les royales en fait sont très très appréciées. Bah, ils sont très appréciés dans le lycée où ils vont. Et ouais, et en fait, avec ce qui se passe à la fin, ça m'a donné envie de lire le tome 2 directement. Et je me suis dit, on va attendre un peu, on va laisser retomber avant de lire le tome 2. Et ouais, avec ce qui se passe à la fin, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Voilà. Et enfin, je lui ai mis la note de 4 sur 5 parce que j'ai bien aimé, mais comme d'habitude, en fait, avec chez Hugo Roman, les traductions, des fois, ça laisse à désirer sur certains mots. Il y a des fautes d'orthographe qui sont quand même assez voyantes et que je comprends pas comment tu peux pas le voir à la relecture, en fait. Mais bon, quand on fait abstraction des fautes de langage, de traduction, c'est quand même un très bon livre. Donc, j'ai hâte de lire le tome 2. Et donc, le dernier livre de ce bilan, c'est le tome 2 de Six of Crows, donc, qui s'appelle La Cité corrompue, donc de Lake Bardugo. Publié chez le livre de poche jeunesse, voilà, où dans le tome 1, on va suivre Kaz, Inej, Nina Macha, Jasper et Willan, qui vont essayer de s'introduire dans l'endroit le moins imprenable de tout le pays, en fait, où il est réputé imprenable, en fait, personne n'arrive à pénétrer dedans, sauf que bah, ils vont être mis au défi, en fait, de réussir pour sortir quelqu'un du palais de glace, voilà, et donc voilà, donc on va apprendre à connaître un peu Inej, enfin un peu les personnages dans le tome 1, mais dans ce tome 2, en fait, la connaissance des personnages va être plus poussée, parce que, ben, avec la fin des événements du tome 1, ils vont devoir se rapprocher, devoir faire équipe une nouvelle fois, pour réussir à s'en sortir, et Kaz est vraiment, je pense, je dirais pas le plus intelligent, parce qu'ils ont chacun leur propre intelligence, mais, comment Kaz va quand même réussir à trouver le plan qui va réussir en fait pour les sortir de cette situation assez où ils risquent leur vie en fait. Donc dans un sens il va les rendre riches, enlever le fait qu'ils aient tous un contrat au-dessus de leur tête, voilà. Et faut pas donc et il y a une petite histoire qui se crée entre Jasper et Willan et franchement j'ai adoré ce tome 2. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2. À tel point, en fait, que j'étais là en mode mais non, je veux pas arrêter ma lecture. Et j'avais vraiment pas envie de finir, en fait. Et le seul truc que j'aurais à reprocher à ce livre, et qui fait qu'il n'a eu qu'une note de 4,5 sur 5, alors qu'elle aurait clairement pu avoir 5 sur 5, c'est l'avenir des personnages, en fait, qui n'est pas, pour moi, assez poussé. C'est-à-dire qu'on les voit, je pense, 2 à 3 semaines après la fin de leur plan, mais on les voit pas vraiment dans l'avenir en fait. Et moi je trouve que c'est la seule chose que j'aurais à reprocher à ça, c'est que je pense que l'autrice aurait pu n'importe quoi, l'autrice aurait pu faire ajouter peut-être une 50aine de pages pour expliquer vraiment l'avenir des personnages, peut-être dans les années, pas dans les semaines ni dans les jours, mais plutôt dans les années. Et c'est vraiment la seule chose que j'ai à reprocher à ce roman en fait, parce que sinon j'ai vraiment adoré. Et je suis triste en fait d'avoir lu ce tome 2. J'avais pas envie de le lire parce que ben, ça voulait dire au revoir à tout le monde, terminer cette duologie. Alors je sais qu'il y a la trilogie Grisha qui est sortie avant Six of Crows, mais je vais attendre la sortie poche parce que les livres en grand format coûtent une blinde. Et voilà, donc j'ai vraiment adoré. Donc j'ai déjà dit, mais je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Et ben voilà, c'est tout. C'est tout pour ce bilan. Oui. Donc vous avez vu que c'était... J'ai pas eu de déception. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu d'ailleurs de déception. Parce que maintenant je sais à peu près ce que j'aime lire. Alors c'est possible que je continue à en avoir. Parce que c'est impossible de ne pas avoir de déception en fait, tout simplement. Mais je pense que de toute façon je sais maintenant ce que j'aime lire. Et je me penche beaucoup plus quand même vers le SFFF que la romance. Mais je continuerai toujours à lire la romance parce que bah, en dehors d'Harry Potter, c'est avec ça aussi que j'ai commencé. Voilà. Mais bah voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, un commentaire pour me dire si vous avez lu des livres et ce que vous en avez pensé. À passer voir mon compte Instagram où
ben, je poste en fait les livres au fur et à mesure que j'ai lu. Donc pas vraiment, pas tout le temps parce que là tous ceux du mois d'avril ne sont pas mis, mais ils vont bientôt être mis. Et donc voilà. Mais j'ai vraiment. Et on se retrouve ben du coup dimanche. Non, on est dimanche. Oui. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.